Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous pour ce webinaire sur la Californie avec notre présentateur Dominique Viennot. Je vais vous parler très brièvement de notre association. Mon nom à moi, c'est Isabelle Veilleux. Je suis chargée de projet Affaires internationales chez Manufacturiers et Exportateurs du Québec. Alors, on est une association d'entreprises manufacturières. On est une division de Manufacturiers et Exportateurs du Québec qui a environ 10 000 membres partout au Canada. On offre des services partout à travers le Québec et au Québec seulement, on est à près de 800 membres. Donc, on est en grande croissance cette année. On offre un éventail de services qui va de la représentation politique à l'aide au recrutement en passant par le réseautage, les occasions d'affaires et l'échange des meilleures pratiques via des activités et des réseaux d'experts. On a, pour nous, l'exportation, c'est une priorité. On organise en effet plus de 56 activités par année, dont une douzaine de webinaires comme celui-ci aujourd'hui. Alors, notre conférencier d'aujourd'hui se nomme Dominique Viennot et dirige le bureau d'Expansion Québec en Californie. Il s'est levé très tôt ce matin pour être avec nous et nous parler des opportunités d'affaires en Californie. Je vais donc le laisser se présenter et parler des services offerts par son organisation. Par contre, pour commencer, je vais vous montrer quelques petites informations, quelques éléments techniques là, à savoir pour que ça se passe bien au niveau technique du webinaire. Vous pouvez regarder, vous avez mon écran ici où je vais vous montrer comment lever la main. Si jamais vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire pendant la conférence, il n'y a aucun problème. Donc, j'ai la souris ici. Vous avez juste à cliquer sur la petite main ici, qui est à côté de votre nom. Ensuite, vous pouvez poser des questions. Il y a l'onglet en bas questions. Vous pouvez poser des questions aux gens, que ce soit à moi ou à Dominique. Et vous avez aussi l'onglet chat pour pouvoir envoyer des messages via le chat. Par la suite, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que si jamais il y a un problème et que vous devez vous déconnecter, il y a un code d'identifiant qui permet de se reconnecter et ce code-là est dans votre courriel que vous avez reçu. Je peux vous le donner, c'est le 408-605-631. Mais vous avez juste à aller voir votre courriel, il va être à l'intérieur. Donc voilà, je voulais aussi vous dire qu'en fermant votre session, vous allez avoir un sondage qui va s'afficher. Puis je vous encourage fortement à le remplir parce que c'est ça qui nous permet d'offrir des meilleurs webinaires à chaque fois. Puis voilà, donc je vais laisser Dominique se présenter, je vais lui donner l'écran. Je vais lui donner la possibilité de partager son écran avec vous. Donc, ce ne sera pas très long, ça va commencer. Donc, Dominique, je vais te donner la possibilité de partager ton écran un instant. OK, tu vois mon écran? Oui. Je voulais aussi juste dire avant, je m'excuse, que tout le monde, tous les participants sont sur mute. OK, donc vous pouvez pas parler si vous voulez. C'est pour ça aussi que vous pouvez poser les questions en écrivant en bas ou en levant la main. OK, donc c'est ça. Si vous nous parlez, on vous entend pas pour le moment. Donc, on va vous donner la parole lorsque vous posez la question, vous levez la main et vous pouvez le faire tout au long du webinaire, puis à la fin aussi, il y aura une période de questions. Merci. Bien, merci Isabelle, bonjour à tous, bon matin, bonne matinée. Donc, pour les opportunités d'affaires, c'est surtout donc, la thématique du webinaire est sur comment prendre sa place en Californie, comment structurer vraiment son développement et quelles sont les stratégies et gestion des opérations qu'on doit privilégier pour y avoir succès. Bien sûr qu'on va aborder pas mal de sujets. Je suis évidemment disponible par la suite pour spécifier des points. N'hésitez pas à ouvrir les micros, soit pendant la présentation, soit par la suite. On va se garder un 10-15 minutes pour pouvoir échanger. Et puis au niveau de nos services, je les présenterai plus vers la fin de la présentation, parce que ça va dans le sens de la thématique qui est vraiment de prendre sa place. Et dans la stratégie des opérations notamment, c'est d'assurer une présence pérenne sur le marché pour pouvoir y développer du business. Alors très rapidement, donc oui, mon nom est Dominique Viennot, je sais que certains qui participent, on se connaît déjà. Ça fait 17 ans, vous voyez mon accent, je suis français d'origine, mais ça fait 17 ans que je vis au Québec, où j'ai accompagné autant des entreprises canadiennes que françaises sur leur développement international. Auparavant, j'avais travaillé 4 ans en Europe, donc en France, en Belgique, en Espagne.
Et puis, depuis un an, j'ai été envoyé par mon board pour reprendre en charge notre bureau en Californie et pour, avec le mandat également, d'ouvrir un bureau à Houston, au Texas, et puis également de développer une solution d'implantation sur Calgary. Et je reste en charge aussi du développement global, des développements d'expansion au Québec. Donc, je vous expliquerai un petit peu plus à la fin le mandat particulier. Alors, sans plus attendre, pour commencer, donc prendre sa place en Californie. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Qui a vraiment 4 attitudes à avoir. Alors, beaucoup d'entre vous sont déjà sur des marchés internationaux, mais il y a 4 attitudes à avoir, d'autant plus sur un marché comme la Californie. Alors, sur les États-Unis de manière générale, mais sur la Californie beaucoup et de plus en plus. Donc, parce qu'on voit, nous, passer des entreprises, beaucoup d'entreprises qui considèrent que le développement coûte cher, que c'est un coût. Alors oui, c'est un coût pour l'entreprise, mais il faut vraiment être mindé dans le sens où c'est un investissement. Donc, il faut avoir évalué en amont, avoir fait ses devoirs pour évaluer quels sont les revenus potentiels qu'on espère d'un développement sur la Californie, sans forcément parler tout de suite d'une présence physique, mais d'un développement, quel revenu j'attends pour voir en face quels moyens j'y mets. C'est vraiment une question de est-ce que le jeu en vaut la chandelle, et en fonction des revenus espérés, voilà, quels vont être les budgets que je vais impartir à mon développement, et puis dans le cadre de ces budgets, quelle stratégie je vais adopter. C'est vraiment essentiel d'évaluer. Il y a trop d'entreprises de partout dans le monde qui viennent en Californie, plus en tourisme un peu d'affaires, qui viennent voir pour tester, pour regarder de manière très, très ponctuelle. C'est un vrai développement. Donc il faut y mettre un budget, il faut évaluer ses revenus. Il faut rester à l'écoute. J'aime bien cette image parce que c'est vraiment, il faut avoir des grandes oreilles. Il faut vraiment écouter son marché, il faut venir régulièrement, il faut écouter les réseaux locaux, il faut écouter d'autres entreprises qui sont déjà implantées pour pas faire les mêmes erreurs, pour mieux comprendre comment fonctionne l'écosystème. Il faut écouter des partenaires avec lesquels on décide de travailler. Il faut avoir une stratégie, il faut avoir un plan A, mais il faut avoir des plans B, il faut avoir des plans C, il faut savoir s'ajuster à ce marché. On dit souvent en Californie et surtout en Silicon Valley, si vous devez chuter, if you fail, fail fast. Mais en fait, ça veut dire qu'il ne faut pas s'accrocher à sa première idée si celle-ci s'avère être pas bonne. Il faut savoir rapidement changer de stratégie pour cibler et trouver son marché. Et on va voir tout à l'heure que c'est des marchés très concurrentiels. Donc, il faut vraiment bien savoir ajuster sa stratégie. Et puis, écouter aussi pour changer de look parfois, pour s'adapter. Et même souvent et de plus en plus, mais on va le voir tout à l'heure aussi, s'adapter au marché parce que les réglementations locales, parce que les lois locales, de plus en plus, demandent d'avoir un look américain, d'avoir une image américaine pour pouvoir percer. Alors, toutes les entreprises ont des secteurs différents. Il y a des secteurs où on peut, si on est dans le fancy food, où on peut évidemment dire OK, mettre son logo Québec en disant voilà, nous c'est des produits du terroir, des produits, mais dans la majorité des secteurs, notamment industriels, il faut vraiment de plus en plus essayer d'avoir une image américaine. Alors je parlais d'investissement, vous le connaissez pratiquement tous, je pense, les sources de financement. Il y a plein de sources de financement aujourd'hui disponibles au Québec, que ce soit BDC, EDC, Investissement au Québec, qui de plus en plus investit aussi sur de l'intangible. Donc, si vous avez besoin de monter des bureaux de vente, Investissement au Québec a des programmes pour ça, pour financer des actifs à l'étranger. Et il y a vos banques, bien sûr. Enfin bref, il y a des sources de financement. Mais encore une fois, cette évaluation, et j'insiste, elle est très importante parce que votre développement, ça va être un coût, oui, mais un coût en fonction des bénéfices escomptés. Et j'insiste beaucoup parce que moi, c'est mon quotidien de rencontrer des entreprises qui, malheureusement, n'ont pas estimé les revenus potentiels qu'ils pouvaient aller chercher sur un marché. Donc, on va parler de la Californie, mais je trouve cette carte intéressante parce que c'est une carte qui est faite par Business Insider et qui sont amusés en fait à comparer les PIB de chaque État des États-Unis avec des pays du monde qui ont des revenus similaires. Et je trouve ça intéressant parce que ça parle de soi en soi. On découvre en rouge les 3 PIB les plus importants en fait aux États-Unis. Et donc on a la Californie, le Texas et New York. On a un bureau sur chacun de ces États. Et on découvre que la Californie, elle possède une richesse qui est, alors on la voit là, égale, mais en fait elle est même supérieure au Canada. Donc c'est quand même un marché en soi. Et je pense que vous connaissez tous bien les États-Unis. On n'attaque pas les États-Unis comme on attaquerait ces 50 pays dans le monde.
Donc il y a vraiment une stratégie par zone à avoir et c'est essentiel de pouvoir bien la structurer. Et alors évidemment, bon, il y a les territoires de vente, on peut estimer les États-Unis sur 9 zones principales, mais bon, c'est très important de bien identifier. Alors aujourd'hui, on va parler de la Californie, donc un pays qui correspond quasiment au Canada, hein, je disais même beaucoup plus en PIB. Alors la Californie, qui est en fait qui peut dans les zones de développement qui se trouvent être le sud-ouest américain. Alors, on parle de la Californie, mais il faut bien penser qu'en étant en Californie, on peut couvrir des États limitrophes, donc on peut couvrir le Nouveau-Mexique, on peut couvrir l'Arizona, le Nevada, on peut même couvrir Hawaï. Donc c'est quand même un État très important en termes de développement. C'est encore un immense bassin de capital investissement et de capital risque. Alors j'en parle tout de suite parce que je ne couvrirai pas le capital risque et l'investissement sur la Californie. Parce que aujourd'hui, si on veut s'implanter ou se développer en Californie pour aller chercher de l'argent, c'est un peu un miroir aux alouettes, dans le sens où aujourd'hui, le capital risque investit beaucoup sur des sociétés qui sont déjà en développement commercial, qui ont déjà des références aux États-Unis, qui ont déjà des ventes aux États-Unis. Et je ne parle pas des petites startups technologiques qui se créent dans la Silicon Valley ou qui peuvent être connectées à ce réseau de capital risque. Je parle vraiment pour des entreprises qui veulent vraiment se développer commercialement. Il faut vraiment d'abord avoir une démarche commerciale, développer des clients. Et d'ailleurs, beaucoup de capitaux risqueurs que je peux rencontrer me disent, mais avant d'aller chercher de l'argent, aller chercher des clients. Donc, ils sont vraiment dans cette logique-là. Mais malgré la récession, encore une fois, ça reste un des principaux quand même bassins de capital. Et la Californie est quand même considérée comme la 8e puissance économique mondiale aujourd'hui, ce qui n'est pas rien. Et elle repose donc sur des industries de pointe. On va le voir sur différentes zones, mais on parle souvent de technologie en Californie, bien sûr, parce que la Silicon Valley donne une image très techno de la Californie, mais il ne faut pas oublier que la première industrie en Californie, c'est l'agriculture. Hein, donc l'agriculture, aujourd'hui, c'est une agriculture qui est massive, qui est performante, et puis qui compte aussi, qui a une grande population au niveau de la Californie qui est en croissance continue. Et aujourd'hui, sur les 50 États que composent les États-Unis, en fait, la Californie est le premier État producteur, au premier rang en termes de production agricole. Donc c'est un immense secteur, c'est le premier secteur sur ce marché. Donc autant d'opportunités en termes d'équipement et de services pour cette industrie. Tout à l'heure, on disait qu'il fallait bien choisir son développement, à la fois géographique, mais également en forme de développement commercial. Et en termes de géographie, il y a deux grandes zones, on va dire, sur la Californie. Et il y a un des grands centres de gravité économique, c'est Los Angeles, qui est dans les environs, donc dans le sud de l'État. Alors, il faut voir que l'agglomération de Los Angeles, c'est à peu près 15 millions d'habitants. Donc, c'est des énormes marchés. Et c'est une zone qui est très importante puisqu'il y a plus de 60%, je pense que c'est 55% en fait des entreprises californiennes qui ont installé leur siège social à Los Angeles et qui depuis Los Angeles couvrent l'ensemble de la Californie, mais avec des places d'affaires sur d'autres territoires, notamment dans le nord. Alors ce sont des marchés qui ont qui sont très très concurrentiels et dans la région économique de Los Angeles on fait pas exception. Il y a 3 économies importantes sur Los Angeles avec des grosses opportunités pour des entreprises qui ont vraiment une valeur ajoutée, une techno de pointe. C'est l'aéronautique et la défense, qui sont vraiment un secteur important. Évidemment, les technologies de l'information dans lesquelles moi j'intègre les secteurs que l'on connaît bien du divertissement. Et puis les technologies propres. C'est vraiment des secteurs qui sont en pleine croissance. Alors, bien entendu, il y a l'industrie du tourisme, qui est également un secteur très important sur l'ensemble de la Californie. Mais Los Angeles, c'est vraiment ces 3 secteurs, aéronautique, défense, TI et clean tech. Et il faut aussi se souvenir que la Californie, en tout cas Los Angeles, c'est l'un des ports les plus fréquentés au monde. Hein, c'est le plus grand port américain, avec le plus grand port en termes de valeur, en termes de tonnage, puisque c'est la porte d'entrée notamment pour pour les principales économies du Pacifique, pour intégrer le marché américain. Alors,
L'autre zone très importante, l'autre grande centre en Californie, se trouve autour de la baie de San Francisco. C'est là où nous on est situé. C'est là où se situe évidemment la Silicon Valley. Alors là, c'est une zone de environ un peu plus de 8 millions d'habitants sur la sous-région. San Francisco lui-même elle-même fait 2 millions d'habitants, donc c'est quand même des zones importantes. Vous voyez la San Francisco, San José, en termes, on donner une idée de distance pour ceux qui sont peut-être jamais venus, entre San Francisco et San José, c'est à peu près la même distance qu'entre Québec et Trois-Rivières. Vous voyez qu'entre Québec et Trois-Rivières, vous avez 8 millions d'habitants, donc vous avez quand même un marché très important. Et la Silicon Valley elle-même est classée en termes d'économie mondiale, est classée au 19e rang. Donc c'est vraiment des marchés très très importants, alors, qui, encore une fois, qui ont un coût pour leur développement, mais qui peuvent représenter une opportunité certaine. Alors au niveau des industries qui représentent des secteurs importants, il y a évidemment les biosciences, la santé, les services aux entreprises, les biens de consommation, je ne vais pas tous les passer en revue, mais matériel d'instrumentation, le transport de plus en plus. Il y a vraiment des opportunités, notamment pour tout ce qui est système intelligent, système embarqué, les technologies propres, et évidemment les semi-conducteurs. Alors, je vais juste rechanger de présentation. Je suis vraiment désolé parce que je me rends compte que ce n'est pas la présentation que je voulais vous faire. Ça ne va pas être long. On voit qu'il est tôt en Californie. Hein. Voilà, parce qu'il y a quelque chose que je voulais vous montrer qui est important, qui est la vision en fait qu'on a aujourd'hui de la Californie. Écoutez, je vais le mettre comme ça. Est-ce que vous voyez quand même bien mon écran ou pas? J'imagine que oui. Écoutez, je vais continuer comme ça, ça va être plus simple. Dominique, on voit ton écran. Ok, bon désolé, vous voyez les icônes sur le côté, mais j'ai fini tard la présentation, il y a peu importe. Donc là, je voulais vous montrer ça parce que c'est important, c'est l'image qu'ont les pays, notamment européens, les images qu'ont les pays européens de la Silicon Valley. Donc c'est quand même important de voir que la Silicon Valley et toute la baie de San Francisco, donc je vous disais ces 8 millions d'habitants, sont considérés comme le soleil. Donc aujourd'hui, vous avez tous les pays du monde, en fait, quasiment, tous ceux qui sont avancés technologiquement et qui ont des grappes industrielles technologiques sont présents sur le territoire. C'est valable pour également Los Angeles et le sud de la Californie, mais la Silicon Valley est très significative là-dessus. C'est que vous avez autant des entreprises japonaises que des entreprises évidemment canadiennes, que des entreprises suisses, des entreprises belges, vous avez des entreprises allemandes, vous avez des délégations israéliennes. Donc vous rencontrez l'ensemble du monde quasiment sur la vallée qui est en train d'essayer de chercher des partenaires, de chercher des clients. Et c'est tellement un phénomène important que le consulat canadien, par exemple, dont celui d'antenne qui est à Palo Alto, depuis 3 ans, en fait, il travaille beaucoup avec des entreprises d'autres territoires que la Californie. C'est-à-dire que les entreprises californiennes sont en développement d'affaires, veulent trouver des clients, ne sont pas forcément en recherche de partenaires. Et ce qui est significatif, c'est que pour pouvoir trouver des partenaires, parfois il est beaucoup plus simple d'aller chercher un partenaire autre que californien pour s'y développer, qui est déjà implanté, mais qui est d'une origine diverse. Donc ça, c'est pour vraiment vous résumer qu'il y a une concurrence internationale, mais c'est à la fois une concurrence, mais c'est en même temps une base de veille et une base d'information énorme pour connaître en fait à la fois vos concurrents californiens et les tendances du marché en Californie, mais également des tendances sur le marché mondial. Donc c'est quasiment une base autant pour du développement commercial que pour de la veille dans votre secteur. Donc les secteurs offrant des opportunités, donc j'en ai parlé rapidement tout à l'heure.
Je ne vais pas passer en détail, mais j'en ai détaillé quand même trois importants aujourd'hui, qui sont le secteur des biosciences, des technologies propres et le secteur des technologies de l'information, avec les sous-secteurs et sous-niches, on va dire, qui sont aujourd'hui de réelles opportunités pour des entreprises québécoises dans ce domaine. Alors, je ne vais pas les passer tout en vue, je vous enverrai de toute façon, on vous enverra la présentation par la suite. Mais vous avez les biosciences, vous avez les technologies propres et technologies de l'information, avec donc toutes les opportunités pour des entreprises qui sont dans ces secteurs pour le marché de la Californie. Alors, les spécificités du marché de la Californie, je dirais que ça pourrait être adapté également sur New York, d'ailleurs, qui a un peu les mêmes réalités. Mais il faut bien comprendre qu'on ne peut pas se permettre de venir pour développer des affaires sur le marché de la Californie, pour devenir tous les 6 mois, tous les 8 mois, une fois par an, et puis de se dire, OK, je fais une mission commerciale, je demande des B2B, soit un consultant, soit un organisme public, et puis je me contente de ça. C'est réellement un marché de plus en plus qui est tellement, et vous l'avez vu avec le soleil de la Silicon Valley, qui est tellement sollicité, qui attire tellement d'entreprises, qui attire tellement d'organisations et de pays, qu'en fait, les acteurs concrètement, les entreprises, les employés en Californie, appellent ça du tourisme d'affaires et ils sont assez tannés de ça. Et donc, du coup, une entreprise qui vient une fois de temps en temps, elle a très peu de chances, finalement, d'obtenir des rencontres. Et en tout cas, si elle obtient des rencontres, elle n'a pas vraiment de deuxième chance. C'est-à-dire qu'il faut être très préparé. C'est un marché, je dirais, très concurrentiel, mais qui est très difficile d'entrer. Il faut être très préparé, il faut avoir un pitch très préparé, il faut savoir exactement la valeur ajoutée de ce que vous proposez. Il ne faut pas venir pour voir en disant je me prépare, puis je reviendrai plus tard. Il y a des sessions qui sont organisées par des structures canadiennes notamment. Il y a l'ambassade ou un organisme qui s'appelle le C100 qui organise 24 heures, 48 heures dans la vallée pour comprendre les écosystèmes. Il y a des structures ici, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de workshops qui vous permettent de participer à comment je me prépare, comment je monte mon pitch, comment je prépare mon business en Californie. Mais il ne faut vraiment pas aller chercher des clients potentiels sans être prêt parce que vous n'aurez pas de deuxième chance pour pouvoir les revoir. Donc ouvrir des portes peut être long, c'est très réseauté. Par contre, on est dans un territoire, et c'est vrai pour toute la Californie, qui est vraiment en mode de Open Innovation, d'innovation ouverte, où vraiment il ne faut pas avoir peur de se faire fourrer, excusez-moi l'expression, mais il faut vraiment partager ses projets, partager ses idées, parce que l'idée ici aussi, c'est que il y a tellement d'expertise et tellement de technologie et d'expertise que forcément quelqu'un d'autre a une partie de votre projet, une partie de votre produit, une partie de l'expertise. Donc votre intérêt est de le trouver pour aller plus vite, considérant que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Alors des différences régionales, on a parlé très rapidement, là c'est un 30 minutes, donc on survole un peu, mais c'est sûr que le sud de la Californie ou le nord ne s'approche pas de la même façon. Et si on s'arrête juste sur le nord de la Californie, ne serait-ce qu'entre San Francisco et la vallée, donc toute la Bay Area de San Francisco, il y a des différences, une différence culturelle, il y a une différence de pratique d'affaires, aussi basiquement qu'en termes de déplacement. Vous voyez 8 millions d'habitants sur une zone comme Québec et Trois-Rivières, ça veut dire que sur certaines heures, vous avez 2 heures, 3 heures de congestion pour aller à vos rendez-vous. Donc, si vous êtes en développement TI, que vous cherchez à rentrer dans du coworking ou pour participer à l'effervescence technologique de la vallée, c'est sûr que San Francisco peut être une bonne solution. Il y a des accélérateurs comme WeWork qui sont très intéressants. Maintenant, si vous avez besoin d'être sur la route, vous avez un responsable de vente marketing qui doit être sur la route et sillonner la Silicon Valley ou la Californie, c'est pas forcément une bonne idée d'être sur San Francisco parce qu'il va mettre 2 heures soit pour sortir le matin et 3 heures pour rentrer le soir en voiture. Donc il vaut mieux vous positionner sur la vallée pour être au centre de l'activité et pour être un contre-trafic en fonction des horaires. Donc vraiment les différences régionales sont importantes. Les coûts d'opération, ça coûte toujours plus cher qu'on ne pense, mais les coûts d'opération sont très élevés en Californie. C'est l'État le plus cher aujourd'hui à développer. Donc ça, il faut le savoir. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un énorme marché, 19e économie mondiale, mais c'est un marché qui coûte cher. Donc encore une fois, il vaut mieux ne pas venir si on n'a pas les budgets pour vraiment bien s'y développer.
mais il faut vraiment bien évaluer ces coûts d'opération. Je vous présenterai tout à l'heure très rapidement, et de toute façon vous aurez la présentation, mais un budget type, il est adapté en fonction des projets, mais un budget type d'opération. Compétition intense, j'en parlais tout à l'heure, et c'est une compétition qui est importante parce qu'elle rentre aussi en ligne de compte quand vous devez recruter un représentant local ou un directeur de filiale ou un employé. La compétition est tellement intense qu'on considère même aux États-Unis que Palo Alto, donc qui est sur la Silicon Valley, fait partie des territoires les plus compétitifs en termes de ressources humaines aux États-Unis. Donc il y a une chasse à l'expertise. Les salaires sont importants et les employés bien traités dans le secteur des technologies, mais il faut voir aussi que au niveau des ressources humaines, les chasseurs de tête, c'est un vrai business ici. Et ce qui explique aussi que quand vous cherchez un contact, au Québec, on a l'habitude, on va sur Electric ou on va sur le web et puis on trouve le nom du CEO, le nom du directeur design, le nom du directeur marketing, on trouve tout ça quasiment sur le net. Je vous mets au défi de trouver ici, dans des grandes entreprises ou même plus petites, les noms des responsables directs. À part dans certaines startups qui ont besoin de se faire voir, vous aurez beaucoup de difficultés à trouver le nom d'une personne pour une fonction donnée. Donc c'est très important de réseauter, et on va revenir là-dessus, mais très important de réseauter pour bien identifier les cibles que vous voulez avoir et avoir le nom de la personne que vous voulez accrocher dans une entreprise. Et puis, une des spécificités aussi du marché californien qu'il faut bien avoir en tête, c'est l'environnement réglementaire, parce que c'est un État qui est très réglementé et il faut absolument faire ses devoirs avant pour ne pas perdre de temps quand vous vous déplacez, pour voir quelle réglementation s'applique à vous, que ce soit des taxes spécifiques en fonction de votre activité ou des certifications. Donc ça, c'est vraiment des éléments très importants du marché. Alors je parlais, c'est juste pour dire, vous irez voir en détail plus tard, mais réseau, alors il faut absolument réseauter, il faut absolument se développer un réseau de contacts ici. J'ai des entreprises qui se déplacent, qui utilisent leur réseau de contacts même d'université, des gens qui viennent de Polytechnique ou d'autres universités, et qui cherchent dans leur annuaire des anciens qui est en poste en Californie, et qui passent par là pour les rencontrer, pour avoir une information sur le marché, encore une fois le chien avec les grandes oreilles, pour écouter, et puis pour avoir des noms dans des entreprises qu'ils ont ciblées comme potentiellement clientes ou partenaires, pour avoir les noms des contacts qu'ils cherchent. Et là, en fait, dans le réseau, il faut aussi penser aux réseaux canadiens, québécois qui sont sur place et qui peuvent réellement ouvrir beaucoup de portes. Les consulats canadiens sont très actifs, délégations du Québec qui sont à Los Angeles, donc ils sont très actifs sur la partie plus sud de la Californie. Il va y avoir un représentant sur la Californie du Nord, d'ailleurs au sein de notre bureau à partir d'octobre. Donc vous allez vraiment avoir des acteurs qui sont là pour réseauter pour vous ouvrir des portes. Et il faut vraiment s'appuyer sur ces réseaux-là. Et puis alors des meet-up, donc des rencontres technologiques où sur tout secteur, tout sujet, s'organisent quotidiennement. Donc je vous invite aussi à aller sur le site de Meetup et de voir dans votre secteur d'activité quels sont les groupes qui se réunissent, et quand vous vous déplacez, vous y inscrire, parce que là vous allez rencontrer pas mal de contacts. Alors réseau, mais justement ça fonctionne tellement en réseau et il est tellement difficile de trouver des contacts que si vous n'êtes pas forcément très actif en termes commerciaux via LinkedIn, je vous invite fortement à aller vous mettre à jour, ce qui est mon cas actuellement. Je ne suis pas forcément des plus actifs sur LinkedIn, mais vous avez des formations en ligne, même sur LinkedIn, ou des ateliers qui s'organisent régulièrement. Mais vous voyez là, avec la petite main, les deux petites mains qui se serrent dans le rond orange, que 90% aujourd'hui des décideurs ne répondent pas à des appels, ce qu'on appelle des cold calls, ne répondent pas, et 84% passent par leur réseau pour identifier même des solutions, des fournisseurs, pour identifier des opportunités d'affaires. Donc ici, LinkedIn est très important. J'étais même surpris quand je suis arrivé il y a un an, de voir quand vous cherchez un contact, la personne vous dit, la première réaction, c'est elle regarde dans LinkedIn à quel niveau son réseau est connecté avec la personne que vous cherchez pour voir s'ils peuvent vous introduire. Cette notion d'introduction au réseau est essentielle sur les Californies. Il faut vraiment bien le comprendre. Donc, il faut se préparer à bien utiliser les médias sociaux pour percer votre marché. Parce que c'est vraiment, si vous n'êtes pas prêt sur les médias sociaux, vous risquez de perdre beaucoup de temps dans votre développement au niveau du marché. Alors ensuite, sur les stratégies de développement,
Alors maintenant, une stratégie d'expansion, je pense que vous le savez tous, bien sûr, mais elle peut être à multiples facettes, mais c'est surtout, et c'est là aussi où par rapport au plan A, plan B dont on parlait tout à l'heure, une stratégie d'expansion, elle peut être à multiples facettes aussi sur les États-Unis et même sur la Californie. C'est-à-dire que de trouver un agent, trouver des distributeurs et ouvrir une filiale, c'est pas forcément antinomique, c'est pas des projets qui vont les uns contre les autres, c'est en fonction du marché local et en fonction des partenaires que vous pouvez identifier, vous allez pouvoir avoir une multitude d'approches. Et de plus en plus, on demande quand même de ressembler, et vous vous souvenez du chien tout à l'heure on disait il faut s'adapter, il faut ressembler, il faut se mettre à l'image des Américains. De plus en plus, sur le marché, il faut ressembler à une firme américaine. Alors que ça soit d'une manière virtuelle, d'avoir juste une adresse, un téléphone, mais de plus en plus, il faut être présent sur le marché. Alors pas forcément uniquement avec une filiale, mais ne serait-ce que pour des solutions de service et de logistique. J'ai récemment une entreprise qui travaille avec un réseau de distributeurs et qui vient de signer avec un gros distributeur américain. Jusqu'à présent, le distributeur recevait les équipements et les distribuait, les amenait chez le client. Aujourd'hui, le gros distributeur demande que les équipements soient livrés directement chez les clients finaux. Or, les douanes, il y a une vraie frontière entre le Canada et les États-Unis, et les douanes bloquaient régulièrement ces équipements. Et donc aujourd'hui, il ne peut pas se permettre d'avoir ces produits qui arrivent en retard chez les clients. Donc il est obligé d'avoir déjà un service sous douane de logistique et de fulfillment sur les États-Unis. Et son distributeur demande aussi un accompagnement en termes de communication, voire de rencontre de certains clients. Donc de plus en plus, il envoie du personnel et il y a des problématiques au niveau des visas. Donc de plus en plus, ils vont être obligés de créer une structure. Et ça, c'est une configuration qu'on voit de plus en plus. J'ai juste remis cette slide rapidement sur trouver l'agent ou le distributeur, parce que c'est une vraie problématique quand même sur les États-Unis, où ça peut être très long de trouver le bon agent et le bon distributeur. Et souvent les entreprises sont en face de cette problématique en se disant ok, je suis sur cet état, qui je prends, où est-ce que je l'identifie. Ce qui est très important, et on revient encore une fois au chien du départ qui était à l'écoute, il est très important d'être à l'écoute des besoins justement des partenaires potentiels. Les questions, ça ne s'arrête pas uniquement dans la relation, on ne s'arrête pas juste à un mode de commission ou de relation d'affaires. C'est important de bien comprendre pourquoi le partenaire potentiel peut être intéressé à nous représenter, pourquoi mon produit va lui apporter de la valeur ajoutée et va apporter de la valeur ajoutée à ses clients, de comprendre les actions sur son terrain qu'il considère pouvoir être efficaces pour mettre en place mon produit. Cette écoute-là est très importante, surtout dans une phase d'exploration de marché, parce qu'en écoutant réellement les partenaires potentiels avec lesquels vous allez travailler, ça va vous permettre vraiment d'adapter votre produit, d'adapter votre marketing et puis d'adapter votre stratégie. Et puis, sur les critères de sélection aussi, c'est très important d'échanger parce que il est moins pertinent, et notamment sur la Californie, de rechercher un seul distributeur ou un agent. Il faut vraiment être en mode où on est plus dans un mode où on va rechercher le ou les candidats qui, sur la Californie ou sur un marché spécifique, ont pour client ce qu'on cible. Et ça peut être en fait d'avoir même une approche avec par segmentation, où on arrive à avoir une segmentation tellement fine qu'on peut avoir sur un même territoire plusieurs agents, plusieurs distributeurs, et chacun couvrant un segment de clients très différent. Donc il faut vraiment avoir cette approche assez analytique du partenaire idéal qu'on cherche, et surtout quand on y rend compte, de bien les écouter pour bien comprendre leur connaissance du marché. Et puis le suivi est essentiel sur le marché de la Californie, d'autant plus que c'est un marché très très concurrentiel. Les clients américains s'attendent à avoir un niveau de service qui est très élevé. C'est vraiment service, autant avant, pendant qu'après la vente. Et ils s'attendent à une communication régulière, c'est-à-dire qu'il faut informer régulièrement l'état d'avancement en fait de votre, par exemple, d'une commande. Donc, si vous avez une commande, sous 24 heures, il faut qu'ils savent que la demande a été reçue. Il faut les informer de la date d'expédition, de la réception escomptée. Et communiquer notamment sur évidemment ce qui fonctionne, mais dès qu'il y a un souci, il faut communiquer tout de suite. Et si vous communiquez tout de suite, je dirais que la faute est à moitié pardonnée. Ce qui ne sera jamais pardonné, c'est le manque de communication et de suivi.
Donc ça, c'est essentiel de bien être organisé, notamment pour le marché de la Californie, de bien être organisé pour bien suivre vos partenaires. Alors, de plus en plus, je disais, nous, c'est sûr que c'est notre cœur de métier, mais de plus en plus, on voit le besoin de créer une filiale sur le marché, notamment de la Californie, pour être présent. Alors, sur l'État de New York, c'est une réalité aussi, mais on sent moins de besoins pressants parce que le Québec est assez proche. C'est un marché qui peut se couvrir quasiment dans la journée. De partir tôt le matin, rentrer tard le soir, mais la Californie, c'est quand même loin. C'est loin des yeux, loin du cœur. Il faut être présent et il faut démontrer à vos partenaires locaux que vous n'êtes pas en tourisme d'affaires et que vous avez vraiment envie d'avoir une présence locale et d'être sur le terrain. Alors, quand on, évidemment, crée une filiale, c'est évidemment un investissement. Par contre, ça peut être vraiment très important, à la fois quand vous avez un réseau de distribution partenaire et que ce réseau doit être supporté, ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est sûr, quand les clients sont éloignés et les coûts de déplacement commencent à être importants, j'ai le cas d'une entreprise qui se déplace tous les mois et qui est là 4 jours par mois. À force, c'est vrai que ça commence à être compliqué de shipper du matériel promotionnel, des échantillons, ne serait-ce qu'au niveau des douanes, au niveau des visas, ça commence à être compliqué. Donc, c'est sûr que plus vous allez avoir votre marché qui se développe, plus l'éloignement peut être compliqué. Et puis surtout, toujours cette notion de veille. Il faut être sur le terrain pour vraiment être en veille de votre marché. Et puis évidemment, plus vous avez un volume croissant au niveau de votre chiffre d'affaires, plus la demande peut être importante d'avoir une présence locale. Et puis, de plus en plus, c'est important pour contourner, vous connaissez, le Buy American Act. Je vous le rappelle rapidement, mais vous connaissez certainement, c'est donc des dispositions qui ont été développées par le gouvernement américain pour favoriser les entreprises américaines, notamment lors de contrats publics aux États-Unis. Donc il y a notamment la loi sur le développement, c'est un exemple, la loi sur le développement et la réforme des ressources d'eau, mais qui prévoit un soutien financier pour des projets hydrauliques. Et en fait, clairement, elle impose l'utilisation de fer et d'acier américain. Donc là, c'est clairement dit. Et de plus en plus aujourd'hui, enfin c'est depuis l'année à peu près depuis 2014, il y a une loi qui est toujours devant le Congrès américain, qui est la Grow America Act, et qui en fait prévoit de faire passer de 60 à 100% le contenu américain qui est requis lors des achats publics de matériel de transport en commun, donc tout ce qui est autobus, wagon de train, etc. Ce qui est un marché quand même très important pour le Québec. Donc ce sont des exigences qui de plus en plus demandent d'avoir une présence. Alors qu'est-ce que ça représente? Alors là, je vais le passer rapidement, vous pourrez aller les voir par la suite. Créer une compagnie, c'est pas très compliqué, de créer un bureau aux États-Unis. La première étape, c'est de rencontrer un avocat d'immigration pour bien valider le type de visa dont vous allez avoir besoin. Et puis en fonction du personnel que vous envoyez, est-ce que ce sont des expatriés, est-ce que c'est du personnel technique qui se déplace régulièrement? Si vous êtes dans le management de la filiale, si au Québec vous avez un rôle aussi en termes de management, ça prend un visa particulier. Évidemment, rencontrer un avocat d'affaires pour créer la société. Alors tout ça sont des contacts qu'on peut vous passer, pour lesquels vous pouvez avoir des rencontres exploratoires gratuites pour bien évaluer votre projet. Ensuite, pour créer l'entité elle-même, je vous ai mis 3 liens. C'est pas compliqué, mais je vous conseille quand même de passer par un avocat d'affaires pour bien spécifier la typologie de projet. Ouvrir le compte bancaire américain. Alors là aussi, sur la Californie, il y a des banques, Bank of the West, il y a SVB qui est la Silicon Valley Bank, mais vous avez des banques canadiennes qui sont présentes, soit en direct, comme la HSBC, soit avec des réseaux plus virtuels, comme les RBC, tant avec des solutions d'affaires entreprises que personnelles. Alors j'ai accéléré un peu, je vois que le temps file. Ensuite, évidemment, les Assurance Workers' Compensation qui sont obligatoires sur la Californie. Alors, vous avez le lien avec Birchford qui est à chaque fois qui est utilisé par les clients qu'on a. Pour la gestion des opérations, pour tout ce qui est bookkeeping, vous avez des solutions comptables locales qui sont très bien. Et en ressources humaines, il y a plusieurs sites. Charles Beauvais, là, de Bonne Structure, je présenterai rapidement Bonne Structure tout à l'heure. Parler de Zenefits, que je ne connaissais pas, qui est une solution gratuite. Nous, on avait commencé avec ADP. Finalement, on est passé sur WagePoint parce qu'il y a là aussi, tout ça, c'est des contacts qu'on peut vous passer parce qu'il y a des coûts d'opération qui sont très différents. Juste pour un exemple, ADP, nous, on payait $120 US par paye chaque mois et avec WagePoint, pour le même travail, on paye $17. Donc, c'est quand même en fin d'année des différences pour une PME qui peuvent être importantes.
Et puis, évidemment, l'aspect fiscal, alors que j'aborderai pas là, je pourrais vous faire suivre pas mal d'informations, mais l'aspect fiscal qui est essentiel, de toute façon, à partir du moment où vous faites affaire aux États-Unis, je vous conseille fortement d'être très bien baqué par un fiscaliste. Même si vous faites des ventes aux États-Unis, il faut absolument avoir un conseil fiscal qui connaît le marché américain. Si vous embauchez un employé américain depuis le Canada, là aussi, il peut y avoir des implications fiscales importantes. Donc, la fiscalité sur les États-Unis, et notamment la Californie, qui fait partie des États où la fiscalité est importante. Alors, avoir une adresse, très rapidement, avoir une présence, c'est pas forcément lourd. Ça peut être une adresse virtuelle, hein, avec juste un téléphone et puis une adresse. Nous, c'est les solutions qu'on propose, hein, de pouvoir recevoir votre courrier, recevoir vos appels, et puis que vous ayez votre adresse, utiliser des bureaux de manière ponctuelle. Donc, c'est vraiment pas compliqué aujourd'hui. Une adresse virtuelle, ça coûte $150 par mois, donc c'est vraiment pas compliqué d'avoir. C'est pas ça la problématique dans une implantation. Ce qui va être important, je disais, c'est une présence locale. Alors, c'est bien de vous déplacer régulièrement, mais c'est mieux d'avoir une ressource californienne. Alors là, je vous ai mis un budget provisionnel. C'est en moyenne quand même ce que ça coûte pour avoir une filiale avec un directeur de filiale marketing vente sur la Californie. Et vous voyez que le poste domiciliation, c'est pas ça qui est élevé. Par contre, le poste salaire avec tout ce qui est taxes, éventuellement les bonus puis les frais, et l'assurance santé qui est importante. Vous voyez que c'est quand même un poste important dans le budget. Donc, c'est un poste qui demande de trouver le bon joueur, le bon acteur. Mais par contre, si vous voulez vous développer, si vous voulez pas perdre 2-3 ans pour vraiment percer le marché, ça prend cet investissement-là. C'est pas aussi compliqué que la Chine, mais c'est un marché quand même qui demande d'avoir un acteur local qui connaît bien et qui surtout est déjà connecté à son propre réseau, ce qui fait vous gagner énormément de temps. Donc, je vous ai mis très rapidement les niveaux de salaire en Californie, ce qui vous permettra d'échelonner, enfin d'évaluer par rapport à vos propres projets. Et puis, le coût réel d'un employé, il ne faut pas croire qu'aux États-Unis, ça coûte forcément moins cher qu'ailleurs. Vous avez le coût réel, puis il faut penser aux aspects spécifiques que sont le Medicare, notamment le Californian Employment, différentes taxes qui viennent s'ajouter au salaire. Pour les stratégies de recrutement, pour trouver vraiment votre bon directeur de filiale ou responsable de vente, il y a les recruteurs, je l'ai mis de côté parce que ça peut être très bien. Par contre, bon, ça dépend vraiment des profils. Le plus souvent, moi, je vois des entreprises qui passent par leur réseau, alors pour le coup, les missions commerciales peuvent permettre ça, c'est-à-dire dans les conférences, les salons, c'est d'identifier, d'avoir un réseau, de commencer à partager le fait que vous cherchez quelqu'un sur le marché. Les réseaux sociaux qui restent essentiels ici pour identifier des cibles, et puis évidemment le réseau de partenaires. Donc vraiment, c'est une démarche en continu d'identifier une ressource locale, plus que de passer par un recruteur. Je dirais que personne ne peut faire mieux que vous cette démarche de recrutement. Ce qui peut être important, c'est de savoir en Californie, alors j'ai mis le vendeur américain, mais c'est notamment sur la Californie, de comprendre ce que recherche un bon vendeur. Alors déjà, il veut un leader fort, donc il veut quelqu'un qui soit présent, qui le suive, qui soit là pour lui donner des défis pour se démarquer, qui lui donne des objectifs agressifs. Il faut vraiment être très présent. Les vendeurs sont ont une culture participative, ont besoin d'effets d'entraînement et ont besoin d'être suivis, ont besoin d'être accompagnés de manière serrée sur leur développement. Donc ça demande aussi que vous soyez présent localement. Alors j'accélère, voyant le temps tourner. Au niveau du recrutement local de votre salarié, c'est sûr qu'avant de vous implanter en propre, vous pouvez passer par des solutions de domiciliation. Alors là, je vais y passer rapidement parce que c'est les solutions nous qu'on propose. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'un vendeur va avoir besoin de plans d'objectifs précis. Alors ça, nous, on vous aide à le monter, mais c'est important de lui donner des projets précis et échelonnés dans le temps avec des actes je dirais sur du marketing mix, sur la prospection, sur la communication, sur le gestion. Quels sont vos objectifs et quels vont être, lui, ses objectifs, en lui donnant un tableau de bord annuel pour pouvoir vraiment organiser son travail et puis en le suivant de manière serrée avec des comptes rendus hebdomadaires sur les ventes parce que encore une fois, un vendeur ou un représentant de vente locale va avoir besoin d'avoir des objectifs, va avoir besoin d'être motivé et a besoin d'être suivi, de se sentir suivi. Donc, en fonction de votre développement et de votre croissance de chiffre d'affaires, avant de monter votre propre bureau, vous avez ces différentes étapes qui vont être d'avoir déjà des bureaux de passage quand vous vous déplacez, d'avoir une adresse, ensuite d'avoir un employé local que je conseille fortement
d'héberger et de faire encadrer, et puis avant d'ouvrir votre propre bureau. Pour conclure, je vais vous donner des exemples très concrets d'entreprises qui sont passées par nos solutions, qu'on a accompagnées ou qu'on a rencontrées, pour vous donner des exemples notamment de moments dans leur développement où ils ont eu besoin d'avoir une présence aux États-Unis et ce qu'ils ne pensaient pas forcément au départ. Donc là, vous avez Landrix Simulation qui est en fait une société de services qui fait du démantèlement et de la revente finalement de simulateurs de vol québécois que vous connaissez bien et donc des simulateurs d'occasion. Et ça fait très longtemps qu'ils sont en opération sur les États-Unis. Ils pensaient très bien connaître le marché américain. Et même quand on s'était rencontrés, ils m'avaient dit, regardez, nous, on connaît bien, on n'a pas besoin d'adresse, on n'a pas besoin d'être sur place, on a nos équipes qui connaissent bien le marché. Sauf qu'un jour, ils nous ont appelé, leurs équipes étaient bloquées aux douanes parce qu'ils avaient besoin de visas spécifiques. Parce qu'ils étaient plus de 183 jours par an aux États-Unis et ça commençait à être considéré comme un établissement stable. Et ça, ils n'avaient pas vu venir. Donc, en fait, ne serait-ce que pour émettre leur visa, il fallait qu'ils aient un bureau fermé aux États-Unis qui ne soit pas dans un centre d'affaires type Regus, Plug and Play ou donc, ils ont dû prendre un bureau chez nous. Et ça, vraiment, dans leur développement, ils ne l'avaient pas anticipé, ils ne l'avaient pas prévu. Encore une fois, dans les contacts, je vous disais, je peux vous passer tous les contacts qui acceptent de vous rencontrer gratuitement. Rencontrer un spécialiste en immigration pour bien évaluer sous quel périmètre vous rentrez par rapport à votre développement, c'est une étape essentielle. GIR USA, donc une entreprise qui fait des équipements pour la gestion de gaz en fait pour des flottes de véhicules, qui eux avaient juste une adresse au Canada. Et en fait, ça bloquait au niveau des paiements, c'est-à-dire que vous aviez le service comptable qui systématiquement remontait au niveau des ventes en disant mais pourquoi sur le paiement on doit mettre un timbre pour le Canada? Donc ça paraît tout bête comme ça, mais il y avait énormément de délais dans les paiements. Et du coup, ils ont pris eux juste une adresse. Alors ils n'ont rien de service de plus. Ils ont pris juste une adresse virtuelle. Et en fait, à partir de ce moment-là, le service comptable met un timbre pour les États-Unis et ça se passe très bien. J'en profite rapidement pour faire une parenthèse sur le fait d'appeler GIR USA. Ça, c'est quelque chose quand vous créez votre entité aux États-Unis qu'il faut éviter parce que je ne connais pas une entreprise américaine qui met USA ou North America dans son nom. Donc, essayez d'apparaître encore une fois le plus américain possible en ayant un nom d'entreprise qui passe bien. Coveo, qui est une entreprise donc, qui fait de la gestion documentaire et qui, eux, en fait, avaient besoin, plus qu'une adresse, la gestion de leurs chèques. Et ils ne trouvaient pas, ou alors des solutions comptables très chères. Donc là, de la même manière, ils ont pris une adresse avec les chèques qui arrivent et les chèques sont remis à la banque. Donc, pour le coup, c'est nous qui nous en occupons, mais pour les clients finaux, c'est une opération complètement transparente et on reçoit tous leurs documents légaux et leurs chèques et ils reçoivent quand même beaucoup de chèques par semaine et ils apparaissent comme une société américaine et leurs ventes sont en pleine croissance et d'ailleurs ils viennent de gagner un prix récemment comme société leader dans leur domaine aux États-Unis. Un autre exemple, InCycle, avant d'enchaîner sur bonne structure et de conclure, InCycle, et je vous mets au défi de savoir que cette entreprise aujourd'hui est une entreprise canadienne. Alors vous voyez, ils sont sur Seattle, New York, je vous ai passé en bas aussi, Californie, mais ils apparaissent réellement comme une entreprise américaine. Ils ont commencé, en fait, ils avaient des représentants de vente et des partenaires aux États-Unis, et pourtant, ils ont des solutions labellisées Google, labellisées Microsoft, etc. Ils font quasiment pas de prospection directe. Mais, et pourtant, ils sont en technologie de l'information, et le Canada et le Québec notamment sont reconnus pour être bons dans ce domaine, mais ça posait quand même des soucis au niveau de signature de contrat qui bloquaient. Donc en fait, ils ont gardé leur entité sur Laval, ils ont créé une holding financière, et sous la holding financière, ils ont créé une entité aux États-Unis. Alors c'est souvent des corps qui sont créés et qui sont souvent situés au Delaware avec ensuite une licence pour pouvoir faire des affaires sur les États où vous voulez être actif. Mais ils ont créé donc une holding financière avec une corp aux États-Unis et dans la corp, ils ont embauché deux responsables vente marketing. Et à partir de là, ils sont vraiment apparus, ils ont communiqué comme s'ils étaient une société américaine et les ventes ont décollé. Ça a eu un impact absolument direct et c'est juste une structure, un montage, mais ça a eu un impact sur leur vente qui a été assez impressionnant. Bonne structure, donc je pense que Charles Beauvais d'ailleurs est parmi nous ce matin, qui est responsable de la filiale. Alors typiquement, bonne structure donc, qui fait des constructions modulaires. Pour résumer très rapidement, vous inviterai à voir leur site.
ce qui est très intéressant, c'est que justement, ils ont pris la Silicon Valley et la Californie comme une base de veille. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à monter ce qu'on appelle ici un laboratoire de veille. Donc, ils ont monté une structure pour regarder quel était l'état de l'art dans leur secteur. Mais ils ont pris ce temps d'être sur place, d'être en veille locale pour tout ce qui se faisait à la fois en Californie et les grandes tendances, même mondiales, pour vraiment voir s'ils avaient une place, commencer à monter leur réseau, commencer à vraiment faire une analyse de marché terrain. Et en fait, ce qui a déterminé à créer une structure de vente aux États-Unis et vraiment de créer en se rendant compte qu'ils avaient un marché très important. Et d'ailleurs, ils ont des réalisations très concrètes qui s'en viennent, notamment sur Palo Alto, avec des premiers bâtiments qui vont être construits. Et j'avais demandé à Charles de faire un petit témoignage, notamment sur les étapes de son implantation, tant les difficultés, les points de succès que quelques conseils. Donc les difficultés, et on en parlait tout à l'heure, c'est trouver le premier client. C'est sûr que n'avoir aucun historique aux États-Unis ou en Californie, c'est quand même une vraie problématique. Je vois quelques entreprises qui se déplacent et qui font état de leur réussite et de leurs clients au Canada. Ça n'a pas de valeur ici. Très honnêtement, il faut avoir des ventes aux États-Unis, il faut avoir des clients déjà ou des partenaires locaux, mais il faut avoir un historique aux USA et idéalement en Californie. Et alors Charles dit une fois le premier client trouvé, les autres suivent. Oui, c'est vrai, mais c'est sûr que ces premiers clients sont essentiels. Et alors sur la réglementation, on en a parlé tout à l'heure, mais effectivement, c'est un état très réglementé, donc c'est des éléments à prendre en compte en amont. Et puis tout prend plus de temps que prévu, donc effectivement, c'est important de bien évaluer, encore une fois, le temps que ça va vous prendre et les revenus nécessaires pour pouvoir vous développer sur la Californie. Les points de succès de bonne structure, c'est de travailler avec des ingénieurs locaux. Alors, on en parlait tout à l'heure, c'est d'être à l'écoute du marché et il n'y a pas mieux d'être à l'écoute que de prendre des locaux pour adapter. Alors eux, c'était les systèmes de construction, mais ça peut être d'adapter votre marketing, de valider si votre service ou votre produit correspond au goût, aux us et coutumes locales. Et il n'y a rien de mieux que prendre des locaux pour évidemment gagner du temps et bien adapter vos solutions. Participer aux événements, notamment organisés par les réseaux canadiens, mais je parlais tout à l'heure des meet-up et des événements. Il y a beaucoup de salons qui sont organisés, mais les meet-up sont très intéressants parce que, encore une fois, je vous enverrai si vous voulez le site de meet-up et vous devez le connaître, mais par le secteur qui vous intéresse ou la niche qui vous intéresse, vous avez quasiment 50 meet-up par jour qui s'organisent, j'exagère à peine. Donc là, vous avez à la fois des personnes qui sont en recherche d'emploi, vous avez des consultants, vous avez des étudiants, vous avez des entreprises, vous avez des CEO, vous avez une communauté en fait autour de votre secteur d'activité. Et ça, c'est essentiel de pouvoir y participer et on ne peut pas y participer si on n'est pas présent. Donc encore une fois, une présence pour de la veille terrain est essentielle si vous êtes intéressé par ce marché. Et puis engager des employés qui sont connectés en Californie. Donc ça peut être des Canadiens ou Québécois qui sont ici et qui vivent là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui ont déjà un beau réseau. Il y a des Québécois qui vivent là depuis 25 ans, qui sont employés et qui sont dans différents marchés. Mais effectivement, les réseaux étant tellement connectés, vous allez gagner 2-3 ans de développement si vous embauchez une ressource locale. Alors oui, il y a le coût qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est des ressources qui vont vous connecter immédiatement à un réseau d'affaires et à un réseau qui va être important pour vous. Et puis, alors se concentrer à trouver un premier client, évidemment, mettre à jour votre site internet et s'assurer que l'information est pertinente pour le marché californien, c'est essentiel. C'est quitte à développer une page spécifique ou un site spécifique, mais je vois encore aujourd'hui beaucoup d'entreprises, alors soit qui utilisent parfois un anglais qui est pas, il y a des termes en Californie qu'il n'y a pas dans d'autres États américains, où il y a d'autres États qui ont leurs propres termes, mais c'est vraiment important de bien adapter. Et là, vous avez pléthore de ressources en Californie pour vous accompagner dans toute l'adaptation. Et ça, je dirais qu'il y en a même plus que pour de la recherche de leads. Pour l'adaptation au niveau de votre marketing et votre image, vous avez énormément de solutions locales. Et puis les réseaux sociaux, donc on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est essentiel de passer, c'est vraiment un facteur et un canal aujourd'hui de prospection d'affaires et de développement d'affaires qui est essentiel sur le marché de la Californie. Ça pourrait être quasiment étendu sur le reste des États-Unis, mais en Californie, c'est essentiel de bien maîtriser ces outils. Alors, pour conclure, dernière slide, les prochaines actions à mener, si j'étais vous en tout cas, c'est vraiment d'estimer
un budget réaliste. Alors encore une fois, nous, en Expansion Québec, on est une association à but non lucratif, on a été créé par le gouvernement, même si on est indépendant et on a des objectifs d'autofinancement, mais on est là pour vous accompagner aussi. Donc, n'hésitez surtout pas, vous aurez mes coordonnées, n'hésitez surtout pas à échanger pour pouvoir estimer le budget le plus réaliste par rapport à votre projet. Mais c'est essentiel. Encore une fois, il y a des ressources au Québec qui peuvent appuyer votre financement sur des projets d'expansion commerciale. Essayons d'être moins opportunistes sur ce marché-là parce que c'est des marchés pour nous qui sont prioritaires, mais qui demandent d'avoir un vrai budget en face d'un plan d'action réaliste. Donc, estimer un budget réaliste, puis voire même le surestimer parce qu'il y a toujours des surprises. Déterminer le profil du partenaire idéal, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour pouvoir vraiment optimiser votre présence sur le terrain. Je parlais des meet-up pour du réseautage, mais c'est essentiel. Personne n'a de temps à perdre en fait. Personne, nous non plus, n'avons pas de temps à perdre. Mais en Californie, c'est comme une manie, c'est-à-dire que si vous participez à un meet-up, dès que vous parlez à quelqu'un, il faut savoir pourquoi vous lui parlez. Donc, si vous avez un meet-up que vous avez ciblé sur une communauté d'affaires qui vous intéresse, sur un secteur qui vous intéresse, ayez déjà en tête les profils de partenaires que vous cherchez, les entreprises dans lesquelles vous cherchez à avoir des contacts, et puis restez focus. Restez focus là-dessus. Dès que vous parlez, il faut être intéressé. Dès que vous parlez à quelqu'un, ressortez du meet-up avec des contacts, avec des informations. C'est pas juste du réseautage d'affaires comme ça, c'est vraiment, pour vous, ça va être l'opportunité d'identifier le nom d'un contact que vous allez pouvoir appeler de la part de quelqu'un et qui va vous permettre de remonter petit à petit vers les cibles que vous recherchez. Je prends souvent l'exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez des séries télévisées Columbo, là, mais c'est vraiment ça. C'est parfois dire autre chose pour arriver à l'information que vous voulez avoir. C'est vraiment de la stratégie d'enquête terrain. Adapter la stratégie au marché ciblé. Alors effectivement, c'est de bien voir où sont vos marchés. Est-ce que c'est le nord de la Californie? Est-ce que c'est San Francisco? Est-ce que c'est la Silicon Valley? Est-ce que c'est San Diego? Est-ce que c'est Los Angeles? Et la stratégie ne va pas être la même. La stratégie commerciale ne va pas être la même. Les moyens à y mettre en place ne vont pas être les mêmes. Donc, en venant régulièrement, vous allez pouvoir sentir le pouls du marché. Mais ça prend vraiment une présence ou quelqu'un sur place qui connaît très très bien le marché. Et puis, planifier de manière réaliste. Donc, estimer bien le temps que ça va vous prendre. Charles Beauvais disait en témoignage pour Bonne Structure, ça prend toujours plus de temps que prévu. Moi, j'ai des sociétés qui sont venues qui au lieu de 6 mois, ça a pris 2 ans. Mais bon, et pourtant, ils avaient planifié. Donc, ayez toujours, d'où l'importance d'avoir aussi des plans B, des plans C dans le développement, mais essayez de planifier, estimer le budget, puis planifier aussi votre plan d'action. Et puis, être omniprésent sur le territoire. Je réinsiste, c'est pas pour vendre nos solutions, mais c'est pour ça qu'on a été créé, qu'on s'est mis là. C'est être omniprésent. Vous ne pouvez pas vous permettre de vouloir développer la Californie et puis de venir tous les 6 mois ou une fois par an pour rencontrer votre partenaire, si vous en avez un, ou de venir sur un salon en disant je vais faire des ventes. Non, il va falloir suivre, il va falloir avoir du service local, il va falloir venir voir vos prospects très régulièrement. Et encore une fois, là, j'ai des prospects, en tout cas des clients potentiels, mais qui sont là tous les 2 mois. Et qui viennent revoir les mêmes prospects systématiquement tous les 2 mois. Ils n'ont pas encore fait une vente, hein. Mais ils reviennent pour les tenir au courant, pour leur montrer qu'ils sont présents, qu'ils reviennent régulièrement. Donc tout ça, c'est un coût, mais il faut vraiment l'investir si on veut avoir un retour. Et puis s'entourer de ressources expertes. Alors je vous ai mis quelques liens tout à l'heure, mais à votre demande, je pourrais vous envoyer des contacts directs que vous pourrez approcher pour bien structurer. Encore une fois, il y a un triptyque sur les États-Unis, c'est l'aspect fiscal qui est quand même essentiel, très important, même si vous faites que des ventes. L'aspect fiscal, l'aspect visa, donc mobilité de votre personnel ou mobilité de votre personnel. Et le troisième aspect qui est l'aspect légal. L'incorporation d'une entité, c'est une chose, mais il y a tout ce qui est contractuel. Vous le savez, tout est important en termes légaux aux États-Unis. Donc, dès que vous avez un partenaire, dès que vous avez un partenaire de distribution, le contrat est essentiel et ne prenez pas des contrats sur net en copie-coller en vous disant bah, ça passera. C'est très, très tendu aux États-Unis au niveau contractuel, donc faites-vous bien entourer, ça coûte toujours, on a toujours l'impression que ça coûte cher, mais quand ça se passe mal, c'est là que les réels coûts interviennent. Donc, et là au Canada, au Québec, on a pléthore aussi de ressources qui connaissent bien le marché américain. Voilà, donc je vous laisse mes coordonnées. Et puis si vous avez des questions, j'ai un peu dépassé, désolé, mais c'était un sujet un peu long.
Est-ce qu'on a des questions? Je vous invite à lever la main si vous voulez parler. Je vais pouvoir vous donner la parole. OK, je pense, Dominique, qu'il n'y a pas de questions. Non, mais en tout cas, vous avez mes coordonnées, vous pourrez suivre la présentation. C'est ça. Merci beaucoup, Dominique, de nous avoir fait cette présentation sur la Californie. Je pense que c'était intéressant. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de répondre au sondage qui va apparaître lorsque vous allez fermer la présentation. Je vous remercie beaucoup d'être venu, puis de remplir le sondage qui va nous permettre d'améliorer les webinaires là, par la suite. Et si jamais vous voulez obtenir l'enregistrement de ce webinaire, vous pouvez m'écrire. Mon nom, c'est Isabelle Veilleux. Je suis chargée de projet chez Manufacturier Exportateur du Québec et mon courriel est isabelle.veilleux, V-E-I-L-L-E-U-X, @meq.ca. Alors, je vous remercie beaucoup. Puis, si jamais quoi que ce soit, vous avez aussi les coordonnées de Dominique et la présentation vous sera envoyée dans un courriel aujourd'hui ou demain. Merci. Merci.